Hello à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter deux chaînes. On a Amenti, ne nous les oublions pas, et Dakota Story. S'il vous plaît, abonnez-vous à leur chaîne car elles font du très bon contenu. Merci. Alors aujourd'hui pour la vidéo, nous allons partir à Marseille et je vais vous parler de la disparition de Fatima Zaya. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Fatima Zaya était âgée de 20 ans quand elle a disparu. Elle vivait à Marseille avec ses parents et son petit frère dans le quartier du Panier. C'est un quartier réputé comme tranquille. Fatima était une jeune femme polie, studieuse et sérieuse. Elle partageait son temps entre ses amis, sa famille et son futur mari Mehdi. Le 29 avril 2008, Fatima a déposé une annonce afin de proposer ses services de babysitter sur un site internet très connu. La jeune femme n'est pas en besoin d'argent, mais souhaite prendre son indépendance comme tous les jeunes de son âge. Le 7 mai 2008 est un jour habituel pour Fatima. Elle quitte son domicile à 7h30 pour se rendre à son lycée. À midi, alors que Fatima sort de l'école, elle reçoit un coup de téléphone d'un homme qui lui demande si elle est disponible pour garder ses enfants l'après-midi même. Fatima confirme qu'elle est disponible. L'homme lui explique alors qu'il est divorcé de sa femme et qu'ils ont 2 enfants en garde alternée. Il explique à Fatima qu'elle aura rendez-vous avec sa femme qui viendrait la récupérer en Golf grise devant l'école primaire de Malpasset à 15h15. Fatima est contente. Elle rentre manger et part avec Mehdi au rendez-vous. Ils prennent le métro jusqu'à l'arrêt Malpasset et après 20 minutes de trajet, le couple arrive à destination. Et comme Fatima veut pas être en retard, le couple se sépare, alors que d'habitude, Mehdi accompagne Fatima partout. Une attitude qui va un peu surprendre l'entourage au début. Le soir même, Fatima ne rentre pas chez elle. Mehdi reçoit un SMS provenant du téléphone de Fatima disant « J'ai retrouvé une ancienne copine. Je serai de retour ce week-end, bébé. » Mehdi essaye de rappeler sur son téléphone, car le message ne lui ressemble vraiment pas, sans succès. Il tombe sur sa messagerie. Ce qui lui semble étrange, car habituellement, Fatima n'envoie pas de SMS, mais l'appelle directement. De plus, elle n'utilise jamais l'abréviation WE, week-end. Encore plus étrange, c'est une fille qui ne dépasse jamais les 20 heures. Elle ne dort jamais chez une copine ou autre, alors partir un week-end est tout simplement impossible. Le lendemain, les parents de Fatima, inquiets, vont voir Mehdi, qui leur fait part du message. Angoissés, les parents de Fatima vont déclarer sa disparition, car en plus, la jeune femme est vulnérable suite à une blessure au genou, due à un accident quelques mois plus tôt. Elle est d'ailleurs sous antidouleur. La police prend au sérieux la disparition de Fatima, car elle n'a pas d'argent et pas de papier d'identité sur elle. Ils obtiennent rapidement la liste de ses derniers appels, mais ça ne donne rien, car l'homme qui a appelé Fatima pour le babysitting a appelé depuis une cabine téléphonique. Et ils ne peuvent pas non plus géolocaliser le téléphone portable de Fatima, car il a cessé de fonctionner après l'envoi du message à Mehdi. Comme les relevés téléphoniques ne donnent rien, la police se tourne vers Mehdi, mais il est vite mis hors de cause, car sur les caméras à la station Malpasset, on voit le jeune homme quitter Fatima et reprendre le métro en sens inverse pour aller voir sa mère hospitalisée, et on voit Fatima sortant seule de la station.
Dans les jours qui suivent, il y a une grande mobilisation policière. Ils recherchent Fatima dans les hôpitaux, les morgues, les gares, les aéroports, et même en Algérie comme la jeune femme a de la famille là-bas. Des chiens renifleurs sont même amenés dans les rues pour retrouver Fatima. Ils inspectent aussi les réservoirs d'eau, et même des hommes qui ont passé des annonces à la recherche d'une babysitter sont interrogés, mais cela ne donne rien. Mehdi, lui de son côté, organise des manifestations avec les amis de Fatima pour que la presse oublie pas la disparition et pour essayer d'avoir des informations. Grâce à cette médiatisation, un mois plus tard, une étudiante se présente au commissariat de police et leur explique qu'elle avait passé une annonce pour du babysitting sur le même site que Fatima. Elle a reçu un coup de téléphone d'une femme pour garder les enfants d'un homme. Le rendez-vous devait avoir lieu à la station de Malpasset et à la même heure. Mais l'étudiante n'est pas allée, car elle trouvait étrange la femme au téléphone. Quelques jours plus tard, une femme du nom de Suzy se présente aussi au commissariat et explique que le 5 mai, 2 jours avant la disparition de Fatima, qu'un homme lui a demandé d'appeler à sa place des femmes pour du babysitting. Il lui dit qu'il ne peut pas le faire lui-même, car les femmes ont peur de lui. Suzy accepte. L'homme lui donne une carte téléphonique et une liste de numéros à appeler. Pour la police, cet homme est sûrement impliqué dans la disparition de Fatima, mais il est difficile pour eux de retrouver l'homme et l'enquête stagne. Mais fin 2008, gros rebondissement. 3 mystérieuses disparitions bouleversent Marseille. 3 prostituées sont portées disparues en 30 jours. Le 5 octobre 2008, Irina Stignik, une prostituée ukrainienne de 42 ans, disparaît durant la soirée. Le 22 octobre 2008, Christina Baulea, une jeune prostituée de 23 ans originaire de Roumanie, se volatilise à son tour sans laisser de traces. Le 7 novembre 2008 au soir, Zineb Chebout, une prostituée algérienne de 28 ans, sort de chez elle pour faire une course et ne rentrera jamais. Pour la police, la piste fait référence à un tueur en série qui sévit sur Marseille et qu'il tue des femmes du même profil. Malheureusement, la police n'a ni de suspect ni d'indice. Mais une révélation va venir bouleverser le cours de l'enquête. Une prostituée marocaine, Soumia, va donner aux enquêteurs le nom d'un homme qui peut être le coupable. Il s'agit de Patrick Salamé, qui dans la nuit du 5 au 6 octobre 2008 la séquestre et l'agresse sexuellement. Lorsque son calvaire prend fin, elle remarque qu'un corps inerte est dans la baignoire de chez Patrick. Il lui aurait précisé « Voilà le sort que je réserve aux femmes qui ne m'obéissent pas ». Les déclarations de Soumia mettent les enquêteurs sur la piste de Patrick Salamé. Une autre piste va les conforter dans leurs suspicions. Le téléphone de l'une des prostituées continue d'émettre un signal après sa disparition. Les services de police localisent ce dernier et le retrouvent dans un quartier de Marseille. C'est un enfant qui a récupéré la carte SIM, qui lui a été remise par un certain Patrick Salamé. Patrick Salamé s'est emparé des cartes SIM de ses victimes et les a données. Cette technique permet de faire croire aux policiers que les disparus sont toujours en vie, puisque leur numéro de téléphone continue d'émettre un signal localisable. Soumia va aider les enquêteurs. Elle les guide sur le lieu où elle aurait aperçu le cadavre d'une femme, lieu où Patrick emmenait également les prostituées avec qui il passait la nuit. Il s'agit de sa garçonnière. Petit studio adjacent à son domicile principal. La garçonnière va être passée au peigne fin. Les enquêteurs ne vont pas trouver de corps, mais de nombreux indices. Les ADN des 3 femmes disparues, ainsi que certains de leurs effets personnels, comme des bijoux et des sous-vêtements. Les prostituées ont bien fréquenté la garçonnière de Patrick Salamé. En revanche, aucune trace de sang ne sera découverte. Patrick est alors arrêté,
Mais durant l'interrogatoire, il nie d'avoir tué les prostituées. Les enquêteurs élargissent leurs recherches et se demandent s'il n'y a pas d'autres victimes. Ils font alors le lien avec la disparition de Fatima. Patrick Salamé est né le 21 avril 1957 à Fréjus dans le Var. Il est issu d'une grande famille. Il a 9 frères et sœurs. Lorsque Patrick est enfant, sa famille déménage dans la région de Marseille. Et au début des années 1980, alors qu'il a 23 ans, Patrick devient gérant d'un restaurant, le Rock Opera Burger, situé au cœur des quartiers sensibles de Marseille. En 1983, Patrick se marie et devient père de 2 enfants. La vie adulte de Patrick se résume également comme étant paradisiaque, du fait qu'il gagne bien sa vie et que son entreprise marche bien durant plusieurs années. En 1988, cependant, Patrick voit brutalement ses revenus diminuer et son restaurant mener à la faillite. Ne supportant pas cette situation, il devient alors irritable, ce qui l'entraîne dans la délinquance. Entre 1988 et 1989, Patrick et une bande d'amis réalisent de nombreux cambriolages et braquages. Ils sévissent dans la région varoise. Ils s'introduisent chez des particuliers, les agressent et volent leur fortune. Ils seront surnommés la Horde sauvage, dans la presse et dans les médias. Lors des braquages du gang, Patrick est surnommé Antoine. Cette série d'attaques à main armée est composée de 5 braquages, dont 2 d'entre eux sont de violence aggravée, qui vaut au gang des circonstances aggravantes. Le 9 décembre 1988, lors de la 3e attaque à main armée, commise par la Horde sauvage, le mari est roué de coups, tandis que son épouse subit des violences physiques. Le 28 février 1989, lors du 5e et dernier braquage du gang, Patrick et ses amis séquestrent un proche de la famille Zampa, ancienne figure du milieu marseillais, et lui volent une somme importante d'argent. Cette attaque est alors très médiatisée, car de nombreux policiers sont mobilisés et permettent d'identifier les auteurs. Début mars 1989, Patrick et ses amis sont arrêtés et incarcérés à la prison des Baumettes. En prison préventive, Patrick est accusé par ses complices d'être l'auteur des violences. Mais Patrick nie. Il perd alors son restaurant et tous ses revenus, entraînant ainsi une liquidation judiciaire et une envie de se venger de la société. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1990, Patrick tente de s'évader de prison en donnant des somnifères à son codétenu. Ensuite, il appâte un de ses gardiens en promettant de donner 15 000 francs, sous la condition que ce dernier ferme les yeux. N'ayant aucune crainte, le gardien l'écoute et Patrick court vers la fenêtre de sa cellule. Il tente de scier les barreaux. Il tente par la suite d'escalader le mur d'enceinte avec une corde d'alpiniste longue de 26 mètres et lestée avec un sac de mastic. Surpris, il chute et se fracture une jambe. Il est alors transféré vers l'hôpital et se remet de ses blessures. En novembre 1990, alors que Patrick entame une 2e tentative d'évasion de la prison des Baumettes, une fouille dans sa chambre du centre hospitalier conduit à la découverte d'une lime cachée dans une baguette et d'un drap tressé de 2,50 m. La détention préventive de Patrick et de ses amis dure plus de 4 ans avant l'ouverture du procès. Le 10 mai 1993 débute le procès devant la cour d'assises de Draguignan. Âgé de 36 ans, Patrick comparaît accompagné de ses complices. À l'issue d'une semaine de procès, les jurys délibèrent pendant 4 heures, afin de déterminer les peines des 4 accusés. Lors des réquisitions, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Patrick. Le 15 mai 1993, Patrick est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, séquestration, torture et attentat à la pudeur. Condamné à la peine maximale, il amplifie ses projets de vengeance vis-à-vis de la société qu'il a décrit comme étant d'une extrême dangerosité. Durant ces années d'incarcération, Patrick va écrire et notamment peindre, révélant un réel talent. Il peint des toiles qui seront exposées dans plusieurs galeries.
Les œuvres de Patrick sont révélatrices d'un personnage torturé. Libérable à compter de mars 1999, ses premières demandes de libération lui sont refusées, entre 1999 et 2004. En juillet 2005, Patrick est libéré de prison après plus de 16 ans de détention. Libéré en fin de peine, sa vie reprend alors son cours. Il retrouve sa famille, expose ses œuvres et travaille également comme chef de chantier. Le 15 novembre 2008, les enquêteurs arrêtent Patrick. Après son arrestation, plus aucune disparition inquiétante ne sera signalée à Marseille. Il retourne alors en prison pour les meurtres de 3 prostituées, bien que peu d'éléments permettent d'établir une culpabilité, certaine à son égard. Le passé de Patrick ne va pas jouer en sa faveur, puisqu'il s'agit d'un repris de justice. Le 11 mars 2009, une reconstitution a lieu, mais niant les faits qui lui sont reprochés, il refuse de collaborer. À la suite de cette reconstitution infructueuse, Patrick retourne en prison. Le 6 mai 2011, Patrick, déjà inculpé des 3 meurtres de prostituées, est de nouveau inculpé pour le meurtre présumé de Fatima Zaya, dont le corps n'a également pas été retrouvé. Le 12 octobre 2012, Patrick est renvoyé devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour les meurtres d'Irina Sitnik, de Christina Baoula et de Zineb Chebout. Il fait également l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre de Fatima Zaya 3 semaines avant son premier procès le 24 février 2014. Le premier procès de Patrick débute le 17 mars 2014 et le 3 avril, Patrick est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il est reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration et d'agression sexuelle suivie de mort. Il est également jugé pour la séquestration et agression de Soumia, la principale témoin dont le témoignage avait conduit à l'arrestation de Patrick. Il fait appel de cette décision, et c'est en octobre 2015 qu'a lieu son deuxième procès à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Patrick est jugé pour l'enlèvement suivi de mort de Fatima Zaya, jeune lycéenne dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le 22 octobre 2015, Patrick est également condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il fait également appel de cette décision. Les 2 procès étant extrêmement rapprochés, l'appel des 2 condamnations se joindra par la suite, en un seul procès. Le 18 avril 2016, Patrick est jugé en appel devant la cour d'assises du Var. Il est alors âgé de 59 ans. Incarcéré depuis 7 ans et 5 mois, Patrick nie toujours les 4 assassinats qui lui sont reprochés, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Là encore, Patrick est décrit comme dangereux avec un risque de récidive très élevé. Le 19 mai 2016, Patrick est de nouveau reconnu coupable des meurtres de Fatima Zaya, Irina Sitnik, Christina Baoulea et Zineb Chebout, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, ainsi que l'agression de Soumia. À la suite des délibérations, Patrick est de nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Patrick et ses avocats forment un pourvoi en cassation, mais le pourvoi est rejeté le 11 juillet 2017. À ce jour, le corps de Fatima Zaya n'a toujours pas été retrouvé. C'est ainsi que se termine cette triste histoire. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.